Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, ouais, c'est bon. Alors, on va y aller. Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur les UGR, comment limiter l'éblouissement. Moi, c'est Antoine Thomas, manager produit pour SLV France, et aujourd'hui, on va parler donc de la notion d'UGR et d'éblouissement, et on va échanger un petit peu sur les différentes solutions qui permettent de limiter cette nuisance. Donc la session va durer environ 40 minutes et puis à la fin, on va pouvoir faire une session de questions-réponses. Voilà, le logiciel qu'on utilise aujourd'hui, c'est le logiciel Zoom qui va me permettre de partager la vidéo et la présentation PowerPoint. Le logiciel vous permet également de me poser des questions. Donc vous avez l'outil questions-réponses ou l'outil conversation. N'hésitez pas à me poser des questions plutôt sur questions-réponses si possible. Et j'y répondrai pendant la présentation ou alors à la fin de la présentation en fonction du nombre de questions qu'on va avoir. Et puis voilà, on va pouvoir démarrer sur l'UGR. J'ai l'impression qu'on est à peu près au complet. Donc, on va y aller. Alors, est-ce que vous voyez bien tous ma présentation qui est ici? Bon, je vais partir du principe que oui. Alors, l'UGR, le programme, on va voir un petit peu une introduction sur l'éblouissement. Ensuite, on va voir ce que c'est que l'UGR. On va voir comment ça se calcule, l'UGR. On va voir à quoi correspondent leurs valeurs. On va voir comment le fabricant il peut réduire l'éblouissement d'un produit. Et on va voir comment le prescripteur il peut réduire l'éblouissement de son projet. Et enfin, on terminera par l'ensemble des solutions SLV avec des UGR suffisamment faibles pour être installés dans un bureau. Donc, on commence tout de suite par les solutions, par l'introduction. Donc, qu'est-ce que c'est que l'éblouissement et pourquoi nous sommes éblouis? Donc, en fait, l'œil, il fonctionne un peu comme un appareil photo avec une optique, une iris qui se referme pour faire le focus en fonction de la luminosité. On a une pupille qui va s'ouvrir dans les espaces lumineux. Donc, par exemple, vous êtes au soleil en extérieur, votre pupille, elle va se fermer, donc comme sur la photo ici. Oui, à la fin, je vous envoie un lien pour télécharger directement le PowerPoint. Donc, je vous envoie le lien dès qu'on a fini la présentation. Donc, je disais, dans un espace lumineux, l'œil va avoir tendance à fermer la pupille pour limiter la quantité de lumière qui rentre dans l'œil, pour ne pas abîmer l'œil. Au contraire, dans un espace sombre, l'œil va s'ouvrir pour essayer de récupérer le plus de lumière possible et ainsi voir au mieux dans le noir. Donc, lorsque la surface est trop lumineuse par rapport à la luminance de fond, donc en fait, on va observer plusieurs choses. On va avoir la luminosité ambiante ou générale de notre environnement et on va avoir des luminosités sur des objets, donc sur des surfaces. Et donc, quand cette luminance de l'objet est trop élevée par rapport à la luminance globale ou la luminance de fond, on va avoir un effet de contraste qui va se créer. Donc, la pupille, elle va avoir le choix entre refermer donc la pupille pour limiter l'éblouissement ou alors au contraire l'ouvrir pour essayer de voir au mieux malgré l'éblouissement. Donc la surface trop lumineuse, elle est donc perçue comme très brillante parce que en fait l'œil, il va plutôt privilégier le côté je vais essayer de voir au mieux possible et je ne vais pas essayer de limiter l'éblouissement. Donc en fait, l'éblouissement, c'est un contraste trop important et on voit bien cet effet-là quand on compare une photo d'un appareil photo avec la vue qu'on aurait pu avoir directement avec notre œil. Donc en fait, l'appareil photo, lui, va faire le focus sur la zone la plus lumineuse et il va gérer sa luminosité en fonction de cette zone pour qu'on puisse tout voir à peu près, sauf que du coup, les zones sombres se retrouvent dans le noir, comme on voit sur cette photo. Alors que l'œil, lui, il va privilégier la luminosité générale de sa vision et donc la zone très lumineuse, on va la voir comme trop brillante. Donc voilà un peu la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'on peut être ébloui, c'est parce que l'œil privilégie la luminosité générale à la luminosité d'un point ou d'une surface. Donc, l'UGR, qu'est-ce que c'est? L'UGR, ça veut dire Unified, donc une méthode unifiée, entre guillemets, si on traduit. Donc les experts ils se sont mis d'accord pour avoir une méthode commune de calcul d'éblouissement dans le monde entier. Donc voilà pourquoi le U, c'est Unified, méthode unifiée. Le G, ça va être glare. Donc glare en anglais, ça veut dire éblouissement.
Et donc, le calcul permet de définir un niveau d'éblouissement chiffré et comparable. Et ensuite, rating. Rating, c'est quoi? C'est une évaluation. C'est-à-dire que le calcul, il ne va pas nous donner une valeur exacte d'éblouissement. Il va plutôt faire une évaluation de l'éblouissement que peut avoir un appareil. Donc, il prend en compte de multiples facteurs et le résultat est donc une évaluation du possible éblouissement et non pas l'éblouissement subi à coup sûr par l'utilisateur. Donc, si on résume, méthode unifiée d'évaluation de l'éblouissement. On n'est pas sur un calcul d'éblouissement très précis, mais vraiment une évaluation de l'éblouissement qu'on pourrait subir avec un appareil. Donc, la méthode de calcul UGR, elle permet d'évaluer le taux d'éblouissement et d'inconfort des appareils d'éclairage, et tout ça dans un projet. Ce n'est pas l'appareil tout seul, c'est vraiment l'appareil dans un projet, l'UGR. Et donc, on va prendre en compte plusieurs choses: la disposition des appareils, la puissance et la luminance des appareils, la photométrie des appareils, la position de l'observateur, les dimensions et la forme du local, et la couleur des surfaces du local. Parce qu'en fait, avec le calcul, on prend aussi en compte les murs, on prend en compte le sol, on prend en compte si on a des appareils à droite, à gauche, dans le champ de vision, etc. Et donc, ce calcul, il peut être fait par les logiciels Dialux ou Relux, qui permettent d'effectuer ces calculs assez facilement, parce que si on le faisait à la main, on en aurait pour des heures. Donc, comme je vous le disais, le placement des appareils, la quantité d'appareils, l'angle du regard de l'observateur, vous le retrouvez un peu sur ces schémas qui permettent de comprendre un peu, d'ailleurs on va revenir dessus, mais qui permettent de comprendre un petit peu l'impact que peut avoir le placement des appareils sur la vision. Donc l'UGR, il va être compris entre 28 et 10. Je vous ai mis ici des exemples d'UGR qu'on pourrait retrouver dans différents locaux. Donc, par exemple, dans un bureau, on va privilégier un UGR entre 16 et 19 et dans une zone de circulation, plutôt entre 25 et 28. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que, en fait, comme je l'ai dit, l'éblouissement, ça vient d'un contraste et on a besoin d'un contraste limité pour faire des tâches précises. Donc, je m'explique. Si je suis en train de lire un papier où j'ai écrit en feuille de mouche, je vais avoir besoin d'un contraste faible pour que mes yeux puissent faire le focus sur ce que je lis. Et si j'ai un contraste trop élevé dans mon champ de vision, ça va me fatiguer les yeux pour faire ce contraste un peu plus détaillé sur les choses un peu plus fines que j'ai à voir. Donc c'est pour ça que quand on fait du travail de précision ou par exemple du soin, on a besoin d'un UGR très faible pour voir vraiment du détail. Dans un bureau classique, entre 16 et 19, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lire assez facilement et que voilà, ce sera suffisamment confortable pour faire ça toute la journée. Par contre, dans des locaux où je n'ai pas besoin de faire de tâches précises avec mes yeux, je vais pouvoir monter mon UGR un petit peu. Donc, par exemple, un vestiaire ou une salle de bain, je ne vais pas avoir besoin de lire des choses précises ou de visser des toutes petites vis, des choses comme ça. Donc, un UGR 22 à 25, ça suffira largement. Et des zones de circulation, un UGR entre 25 et 28, là, on peut y aller, on n'est que de passage. On n'a pas besoin de faire un focus très précis avec les yeux. Donc, comme je vous l'ai mis là, plus un UGR est élevé, plus il est éblouissant. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, la valeur UGR qu'on a dans les catalogues des fabricants, elle correspond à l'UGR évalué. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment l'UGR que vous allez retrouver forcément dans votre projet. L'UGR annoncé au catalogue, il est calculé pour des conditions nominales d'utilisation. Donc, par exemple, une pièce de 4 mètres par 4 mètres avec 4 dalles LED, c'est comme ça qu'on calcule l'UGR d'une dalle LED. Par contre, dans votre projet, si vous mettez une dalle LED au mur, forcément, l'UGR il sera différent dans votre calcul que dans le calcul du fabricant qui, lui, a fait des conditions d'utilisation entre guillemets normales. Donc, l'UGR catalogue, c'est un UGR évalué, entre guillemets. Donc, par exemple, si je suis dans un bureau et que j'ai des dalles LED trop puissantes, bah forcément, je vais créer de l'éblouissement. Et si je veux limiter ça, j'utilise des appareils, par exemple, avec un UGR plus faible naturellement. Et là, dans mon projet, j'aurais même plus besoin de me poser la question, parce que là, on a des appareils qui doivent être UGR inférieur à 19. Si je les mets donc, dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire au plafond à une certaine hauteur, mon UGR de projet, donc mon UGR résultat de mon installation, devrait être inférieur à 19 aussi. Donc, quel moyen le fabricant il va avoir pour réduire l'éblouissement, donc réduire l'UGR sur ses produits? Donc, je vous en ai listé quelques-uns. On va avoir donc définir une optique intensive sur l'appareil, ça permettra de limiter l'éblouissement, mettre la LED en retrait, diffuseur microprismatique, réflecteur absorbant, baisser le flux lumineux et augmenter la surface de diffusion. Donc on va revoir un petit peu tout ça dans le détail.
optique intensive égale optique moins éblouissante. Donc, je vous ai mis un petit schéma pour vous expliquer. Donc, quand l'optique est très large, la lumière va aller directement dans l'œil. Donc là, on voit que notre œil, il a vue directe sur la source. Donc là, c'est très éblouissant, notamment si on est en LED. On a beaucoup de luminosité dans une toute petite surface, donc un contraste très grand. Donc, ça peut être très éblouissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire une optique un petit peu plus intensive. Donc là, on voit que l'œil, il sort du champ de vision direct de la source. Donc, on passe sur un UVR beaucoup plus faible et on est beaucoup moins éblouissant. Et si j'y vais encore dans ce sens-là, c'est-à-dire je mets une optique encore plus intensive, donc là, mon œil, il peut plus voir la source et il a même du mal à voir l'intérieur du réflecteur qui lui aussi peut être un peu éblouissant. Donc là, on est sur un UGR complètement bas puisqu'on n'a plus du tout d'éblouissement avec ce type de source intensive. Deuxième solution, mettre la LED en retrait. Donc, quand j'ai la LED en retrait, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'optique intensive, mon œil, il ne sera jamais en contact direct avec la LED. Donc là, déjà, j'enlève toute une part de l'éblouissement. Deuxième point, je vais pouvoir utiliser un réflecteur absorbant. Donc, je n'ai pas de réflexion en direction de l'œil. Je vous ai mis ces flèches-là ici, un peu en épais. On a le réflecteur primaire qui va être brillant, qui lui qui va définir l'optique de l'appareil, donc réflecteur primaire. Et mon réflecteur secondaire, qui est là, donc en noir ici sur les photos, lui va absorber la luminosité résiduelle de mon réflecteur primaire. Donc mon réflecteur secondaire absorbant, si on veut faire ça bien, on peut le mettre en brillant et en noir. Pourquoi? Parce que le noir ne renvoie pas de lumière, alors que le blanc, lui, renvoie 100% de la lumière. Enfin, entre guillemets, hein, le blanc envoie beaucoup plus de lumière que le noir. Et donc, grâce à un réflecteur secondaire noir, je permets à mon luminaire d'éliminer toute cette lumière parasite qui n'est pas désirée, qui n'est pas dans le champ de mon optique. Donc, je suis encore moins éblouissant avec ce type de combinaison. Donc, LED en retrait plus réflecteur absorbant. Ensuite, on va pouvoir utiliser un diffuseur microprismatique. Donc, on connaît tous les diffuseurs lisses, mais le diffuseur lisse, ça peut être éblouissant si on a trop de luminosité. Donc, pour ça, on peut utiliser un diffuseur microprismatique. Il va éclater la lumière, donc comme on le voit sur le schéma, on va avoir la lumière qui va se séparer à chaque fois qu'elle rencontre un prisme. Et donc, elle va être moins éblouissante. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais en visuel direct avec la source. On aura toujours une lumière qui sera déviée et éclatée. Donc, en fait, on va voir qu'une partie de la lumière que nous envoie la source. Et c'est pour ça que le diffuseur microprismatique, il va avoir des UGR beaucoup plus faibles que les diffuseurs lisses qu'on a l'habitude d'utiliser. Et dans le cas d'un diffuseur lisse, si jamais mon appareil a un UGR trop élevé, le fabricant peut décider, pour faire un appareil avec un UGR plus faible, d'augmenter la surface de diffusion. Donc je reste, par exemple, ici, j'ai un appareil de 2000 lumens UGR 22. Je double la surface, je passe en UGR 19. Ou alors, je peux réduire le flux lumineux. Je passe sur 1000 lumens avec la même surface et je baisse quand même l'UGR. Donc voilà, deux solutions, abaisser le flux ou augmenter la surface de diffusion. Voilà un peu comment le fabricant il peut réduire l'UGR de ses produits. Maintenant, on va voir comment vous, les prescripteurs, vous pouvez réduire l'UGR sur vos projets. Donc pour ça, je vous ai mis toute la liste ici qu'on va reprendre un peu dans le détail. Donc la première, c'est augmenter la surface de diffusion. Donc par exemple, l'éclairage indirect. Comme je vous l'ai expliqué, le contraste, il dépend de la luminosité ambiante et la luminosité de la surface qu'on observe. Donc, l'idée d'augmenter la surface de diffusion, c'est de participer plus à la luminosité ambiante qu'à la luminosité d'un point. Donc, j'étale en fait ma lumière en quelque sorte. Donc, l'éclairage indirect, ça va être une des solutions. Ça va nous permettre d'augmenter la surface et on va avoir un éblouissement plus faible et une diffusion plus homogène. Par contre, petit point important, en éclairage indirect, on a quand même un rendement lumen-watt plus faible. Donc, faire attention quand même à cette solution si on recherche une efficacité sur le projet. Deuxième solution, placer les appareils différemment, donc modifier son calpinage. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma-là, en fonction de l'optique de l'appareil, en fonction de où je place l'appareil, je vais pouvoir être éblouissant ou pas. Donc là, c'est la première solution qu'on a vue, prendre des optiques intensives qui sont moins éblouissantes. Deuxième solution, je déplace mes appareils pour éviter que le flux soit directement dirigé dans l'œil de l'utilisateur. Donc là, par exemple, c'est le cas, il ne faut pas faire ça. Il aurait fallu mettre cet appareil au-dessus de l'utilisateur pour éviter d'avoir un reflet et d'être en contact direct avec l'œil de l'utilisateur. Donc, placer les appareils en fonction de l'utilisateur.
Privilégier les appareils proches des murs pour essayer de faire de la luminance sur les murs directement et donc limiter le contraste. Et essayer de réfléchir aux reflets qu'on va pouvoir avoir. Donc les écrans d'ordinateur, c'est une chose. On a également les vitres, comme sur la photo du bas ici. On a placé les appareils au-dessus des postes pour limiter l'éblouissement venant des vitres et l'éblouissement direct de l'appareil vers l'œil de l'utilisateur. Donc en général, quand on pose l'appareil au-dessus de la surface, l'utilisateur il n'a jamais les yeux en l'air, donc ce ne sera pas éblouissant en direct. Et si on a une fenêtre, ici on voit que l'angle de réflexion de la lumière n'ira pas directement dans l'œil de l'utilisateur. Donc là, si on met les appareils comme ça, on est bon. Si on les avait mis autrement, ça aurait pu être éblouissant. Ensuite, avoir des coefficients de réflexion mur, plafond, sol plus importants pour privilégier la luminance de fond. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'éblouissement, c'est une question de contraste. Et donc, comme les appareils, ils vont, comme on le voit ici, avoir une surface blanche très lumineuse, et ben, si mes murs sont noirs, j'augmente cet effet de contraste et donc d'éblouissement. Donc, pour l'UGR de notre projet, on va privilégier plutôt les surfaces blanches si on veut limiter l'éblouissement. Et on va également pouvoir éclairer les murs, donc avec des optiques diffusantes ou des wall washers, ce qui va nous permettre de créer une luminance de fond plutôt qu'une luminance liée à l'objet en lui-même. Donc privilégier les murs blancs ou des murs éclairés. Ensuite, augmenter le nombre de points de luminaires et des luminaires moins puissants. Pourquoi? Alors ça rejoint un petit peu l'idée de contraste, c'est-à-dire on va créer une luminance de fond sur tout le plafond. Plus j'augmente mon nombre de points, plus ça crée une grande surface lumineuse et donc moins je suis éblouissant. Dans l'idéal, mettre des appareils moins puissants mais en plus grand nombre, ça permet de rendre plus homogène le projet et d'avoir une luminance de fond plus élevée et donc moins d'éblouissement. Donc comme on voit sur le schéma, si mon plafond il est constitué de spots de petite puissance, normalement j'ai aucune source d'éblouissement puisque c'est uniforme. Alors que si j'avais 3 spots avec toute cette puissance-là située au milieu de la pièce, j'aurais un très très gros contraste et je serais forcément très très éblouissant. Et enfin, choisir les positions d'observateur pour optimiser le calpinage. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait déplacer les appareils en fonction du point d'observateur. Et là, c'est l'inverse. On va placer nos appareils et ensuite, on va placer nos observateurs dans notre projet Dialux à des endroits où on peut effectivement mettre un observateur pour de vrai et également un endroit où on est peu éblouissant. Donc, en fait, c'est proposer à son client des endroits où on ne sera pas ébloui en fonction du calpinage qu'on a pu faire. Parce que des fois, le calpinage, on sait qu'on ne peut pas trop le modifier. Pouvez-vous nous donner un exemple concret sur un produit SLV? Eh bien, juste après les solutions pour les prescripteurs, je vous présente toutes les solutions SLV avec des UGR inférieurs à 19. Donc, définir la position de l'observateur permet de placer les appareils en fonction de l'utilisateur et de calculer l'éblouissement avec plus de précision. Ainsi, on évite les mauvaises surprises. Donc, si jamais on a ce genre de problématique, bien faire le calcul Dialux ou Relux pour proposer à son client un projet avec un UGR qui est calculé et donc en théorie validé si l'installation est respectée par rapport au projet. Et ensuite, éviter d'installer des appareils dans le champ vision de l'observateur, ça rejoint un petit peu le point, c'est-à-dire placer l'observateur à des endroits où il n'a pas de luminosité directe ou indirecte avec des reflets dans les écrans d'ordinateur ou les vitres. Et dernier point, cacher les sources de lumière. Je prends l'exemple du bandeau LED qui peut être très éblouissant parce qu'on a les sources directement apparentes. Donc, toujours bien cacher ces sources derrière des diffuseurs ou dans des corniches, par exemple, pour les bandeaux LED, pour dissimuler un petit peu le point chaud de la LED et ainsi travailler, encore une fois, sur de l'éclairage indirect. Donc là, bien penser que la source, même si c'est une lampe 27 ou un bandeau LED, pensez que cette source peut être source d'éblouissement et donc essayer de la cacher derrière un diffuseur, dans une corniche, etc. pour limiter l'éblouissement. Alors, vous n'avez plus de son. Est-ce que vous me réentendez ou personne n'a du son? Parce que moi, mon micro fonctionne a priori. Ok, c'est bon. On reprend, on continue. Ensuite, donc là, on attaque les produits SLV avec UGR inférieur à 19 et on va voir qu'en fait, à chaque produit, on va retrouver une technologie qui permet de limiter l'éblouissement que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, le Worklight, donc c'est une gamme de produits dédiés au bureau. On va avoir des suspensions et on va avoir des lampadaires sur pied. C'est une gamme qui combine plusieurs versions, sachant qu'on va avoir des versions avec détecteur de présence,
des versions avec régulation de l'éclairement sur la surface de travail. Donc, par exemple, si on programme 500 lux, l'appareil il va faire varier sa luminosité pour garder 500 lux sur le bureau, et détecteur de présence pour limiter les consommations électriques. Cet appareil il a un UGR inférieur à 19. Pourquoi? Parce qu'il utilise des diffuseurs microprismatiques, comme on a vu tout à l'heure. Et deuxième point, il a également un éclairage indirect. Donc, comme on l'a vu, l'éclairage indirect, ça augmente la luminosité ambiante, donc ça réduit le contraste, donc ça fait baisser l'UGR de l'appareil. Donc, Worklight, vous verrez, il y a le Worklight et le Worklight Plus. Le Worklight Plus, c'est simplement, il y a des versions DALI et des versions avec détecteur de présence et de luminosité. Ensuite, on va avoir donc toutes les gammes panel, LED panel et e-pendant Pro. Donc là, ça va être nos gammes de dalles diffusantes. On va avoir des diffuseurs microprismatiques, mais également des diffuseurs lisses. Et donc, comment on arrive à un UGR 19 avec ces appareils? En fait, tout simplement, le fabricant, SLV, on a défini un ratio entre flux lumineux et surface, et on a fait en sorte que la surface soit suffisamment grande par rapport au flux pour ne pas éblouir et donc rester UGR inférieur à 19. Donc voilà un peu le secret pour ces appareils-là, c'est simplement soit de baisser la luminosité, soit d'augmenter la surface et d'avoir un ratio assez léger entre le flux et la surface de diffusion. Donc toutes les gammes panel, LED panel et e-pendant Pro, vous trouverez des UGR inférieurs à 19 dans ces gammes. Ensuite, on va avoir le Pavano, qui est une nouveauté de l'année 2020, donc, qui est sorti en septembre 2019, si je ne me trompe pas. Donc lui, ce n'est pas la même technologie puisqu'on n'a pas de diffuseur. On va être sur une LED en retrait. Donc comme vous le voyez sur l'appareil, on a des alvéoles qui sont à l'intérieur de l'appareil, qui remontent dans l'appareil en retrait, et on a les LED à l'intérieur de ces alvéoles. Ce qui permet pour l'utilisateur, quand on passe devant, de voir simplement la luminosité du réflecteur et pas celle de la LED en direct. Donc le secret pour avoir un UGR 19, c'est ça, c'est mettre la LED en retrait pour limiter l'éblouissement. Et en fait, on n'a que la luminosité secondaire, celle du réflecteur et non pas celle de la LED directe. Et on a également une surface d'éclairage plus grande puisqu'on a beaucoup d'alvéoles. Donc on répartit toute la luminosité de l'appareil sur une plus grande surface, ce qui permet aussi de limiter l'éblouissement. Ensuite, on va avoir le Rasto. Donc là, la technologie est différente puisqu'on est sur des grilles anti-éblouissement. Le principe reste le même, c'est-à-dire qu'on travaille plutôt sur une luminosité qui vient d'un réflecteur et on étale cette surface sur la largeur de l'appareil. Par contre, là, on n'est plus sur des alvéoles, on est sur une grille anti-éblouissement. C'est une technologie que vous connaissez sans doute puisqu'elle a été utilisée dans les dalles 600-600 avec les tubes fluorescents. Donc, on en voit encore un petit peu de partout aujourd'hui. Gamme Rasto, vous les avez donc en plafonnier, en encastré, en version 1200 et en version 600 par 600. Après, on va avoir la gamme Rilo. Donc là, c'est une combinaison de deux solutions, c'est-à-dire la LED en retrait, comme on voit ici sur la photo, et on va également avoir un petit diffuseur sur la LED. Donc en fait, on combine la diffusion et la LED en retrait pour faire un appareil UGR inférieur à 19. Et donc, encore une fois, ce qu'on voit sur l'appareil, c'est la luminosité du réflecteur et non pas celle de la LED en direct. Et d'ailleurs, la luminosité du réflecteur est faible puisqu'elle est pré-diffusée par le diffuseur qui est situé juste sur la LED. Donc, la gamme Rilo, UGR inférieur à 19 également. Maintenant, la gamme Q-Line. Donc là, on est sur un UGR inférieur à 10. Donc, niveau éblouissement, j'ai rarement vu mieux que ça. Donc, les LED sont en retrait. Comme on a vu, LED en retrait plus réflecteur secondaire qui permet d'effacer la lumière résiduelle qu'on pourrait avoir sur un réflecteur alu ou un réflecteur blanc. Donc là, luminosité, éblouissement 0. Et le second réflecteur noir, comme je disais, qui permet d'absorber le flux résiduel. Et une petite anecdote sur ce produit-là, comme on voit sur cette photo-là, lorsqu'il est allumé, et bon, il ne faut pas regarder les LED en direct sous l'appareil, mais quand on est dans une position normale d'utilisation, on a l'impression que l'appareil est éteint, même si la surface est éclairée. Comme sur la photo, on voit aucun flux résiduel sur les réflecteurs ici, mais par contre, on a de la lumière sur le plan de travail. Donc, on a l'impression que l'appareil est éteint. Il y a un petit côté magique. Et là, niveau éblouissement, on peut tout simplement pas faire mieux. Alors, donc on a terminé avec les produits UGR inférieur à 19 SLV. Sachez qu'on va sortir une brochure dédiée à l'UGR mi-juin. Donc, dedans, vous y retrouvez des explications sur l'UGR, des conseils pour l'éclairage d'un poste de travail
Il y aura des détails sur chaque produit avec un UGR inférieur à 19 de chez SLV et un résumé avec une liste de tous les produits et toutes les références UGR inférieur à 19. Donc normalement, si vous avez cette brochure, vous êtes capable de résoudre la plupart de vos problèmes d'éblouissement sur les projets. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra toujours vous donner des conseils. Donc cette brochure, elle sera disponible mi-juin. Et donc si vous la voulez, là, il n'y aura pas d'envoi systématique. Si vous la voulez, vous nous faites une demande et on vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions. Je vais vous faire passer le lien vers le document PDF pour que vous puissiez télécharger maintenant. Et j'attends vos questions et on va prendre du temps pour y répondre. Alors, je vais vous envoyer le lien directement dans la conversation. Alors, hop. Voilà. Et donc, le lien que je vous envoie dans la conversation, normalement, il vous emmène directement vers le document PDF de cette présentation et ça vous permettra de le ressortir si vous avez besoin de rechercher des éléments. Et sachez également que la vidéo de ce webinaire devrait être publiée en courant de la semaine prochaine sur YouTube, sur le compte de SLV France, directement sur YouTube. Vous tapez SLV France et vous avez accès à tous nos webinaires et toutes les vidéos de SLV sur YouTube. Et donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment, je suis là pour y répondre. Si jamais les questions viennent plus tard, vous pouvez nous écrire à info@slv.fr. Je n'ai pas le lien, je vous l'ai envoyé dans l'onglet Conversation. Mais je peux vous le renvoyer ici aussi. Répondre, c'est là. Taper, non. Ça. Voilà. Je vous l'envoie là, le lien. Hop. Chez SLV, faites-vous les études avec Dialux pour calculer le nombre de spots dalles nécessaires par rapport à un plan pour les installateurs? Oui, tout à fait. Il suffit de contacter soit votre distributeur, soit votre contact chez SLV. Et on a un service dédié qui fait des études sur Dialux et qui peut éventuellement vous sortir des valeurs d'UGR sur votre projet. Donc oui, on a un service qui fait ça. Je n'ai pas le lien, possible de l'avoir par mail. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir le lien, que je vous envoie sur l'onglet… Ah non, alors là, vous allez peut-être l'avoir ici. Là, est-ce que ça marche? Vous avez le lien? OK. Donc, normalement, avec ce lien, vous arrivez directement sur la page PDF de la présentation. Alors, j'attends vos questions. N'hésitez pas, je suis encore là 5 minutes, il n'y a aucun souci. Merci, document téléchargé. Eh bien, tant mieux, je vous en prie. Est-ce qu'il est possible d'avoir les liens des autres webinaires que j'ai fait? Merci. Oui, aucun souci. Envoyez-moi un mail à info@slv.fr avec les webinaires que vous avez faits et les documents que vous souhaitez avoir et je vous envoie tout ça, il n'y a aucun souci. Ouais. La couleur de la lumière peut-elle influencer l'UGR? Alors non, elle n'est pas prise en compte dans le calcul de l'UGR. Par contre, effectivement, on a tendance à dire que la lumière froide est souvent plus éblouissante, mais je pense que c'est surtout en fait le ressenti. Et souvent, en fait, les appareils blanc-froid ont des puissances plus élevées.
Et c'est pour ça qu'on a le ressenti que l'UGR est plus, enfin, que l'appareil en blanc froid est plus éblouissant. Mais non, la couleur de la lumière n'a pas d'impact sur l'UGR. Quelle est la méthode de calcul de l'UGR? Alors la méthode, elle est très compliquée parce qu'on prend en compte tous les paramètres que je vous ai expliqués tout à l'heure. Mais la méthode simple pour nous autres, ça va être de créer son projet sur Dialux, de placer un observateur dans Dialux et de lancer le calcul pour voir quel est l'UGR du projet par rapport à un observateur. Quelles sont les prochaines formations prévues? Alors, on va avoir la semaine prochaine, le 26 mai, mardi 26 mai à 14 h, ce même webinaire UGR. Et après, on va sortir tout un programme. On aura à peu près un webinaire par mois avec des thématiques différentes. Donc, si vous avez des thématiques, n'hésitez pas à nous les proposer. Mais sinon, voilà, on va essayer de faire un webinaire par mois avec des thématiques assez variées. Et je pense que la prochaine, ce sera dédié à l'éclairage extérieur et à l'isolation qu'on va devoir faire sur les connectiques, les presses étouffes, etc., le drainage, tout ça. Quelle UGR dans une salle de bain? Alors, dans une salle de bain, si on revient à ce petit tableau, salle de bain, un UGR entre 22 et 25 devrait suffire. Le flicker influence-t-il l'UGR? Alors non, il n'est pas pris en compte dans le calcul, même si effectivement le flicker, il va avoir une influence sur l'éblouissement, puisque le contraste va changer en permanence, donc l'œil va avoir du mal à faire le point entre tout ça. Il n'est pas pris en compte dans le calcul de l'UGR, par contre effectivement un flicker, ça peut être très éblouissant en fonction de l'orientation du produit. Ça peut être très éblouissant et puis ça peut donner mal à la tête, de l'inconfort, etc. Mais non, ce n'est pas pris en compte dans le calcul de l'UGR, le flicker. Pour l'éclairage de la zone de lavage en laboratoire, alors ce n'est pas dans ce tableau-là, mais moi je vous conseillerais travail de précision parce que quand on lave j'imagine, des tubes à essai en laboratoire ou des choses comme ça, on a besoin de voir si c'est vraiment propre et s'il ne reste pas des petits résidus tout petits. Donc en règle générale, quand on a besoin de voir des choses toutes petites, on privilégie un UGR très faible et du coup on peut avoir un éclairement très élevé avec un UGR très faible. Donc, pour un laboratoire ou lavage de laboratoire, je dirais UGR inférieur à 16, qui consisterait à faire du travail de précision, en fait. Sur les appareils d'immeuble, le calcul UGR est fait sur la valeur maximum, tout à fait. Le calcul UGR produit un catalogue, il est fait sur l'appareil à pleine puissance. Après, sur Dialux, vous pouvez dire que vous baissez la luminosité de l'appareil et l'UGR sera calculé en fonction de la luminosité que vous avez programmée et non pas la valeur maximum. Donc, au catalogue, luminosité maximum. Et sur un projet Dialux, vous pouvez baisser la luminosité pour baisser votre UGR également. On parle de l'UGR, mais pourquoi ne parle-t-on pas de luminance en candela par mètre carré contre l'éblouissement? Alors, luminance en candela par mètre carré, la luminance, c'est une unité qui est très peu utilisée à part en éclairage public, même si, en théorie, c'est la seule unité qu'on devrait utiliser puisque c'est la seule unité qu'on peut voir avec l'œil. Donc, vous avez raison de poser la question. Après, moi, je parlais un peu de luminance au niveau du contraste parce qu'en fait, effectivement, comme vous le dites, on va avoir la luminance de fond qui va correspondre donc à l'ambiance et la luminance d'un objet qu'on voit, donc une surface. Et donc, effectivement, le contraste, il va être créé entre ces deux luminances en candela par mètre carré. Mais après, le calcul UGR, il englobe ces luminances dans le calcul. Parce qu'il ne suffit pas juste de comparer deux luminances, puisqu'il y a beaucoup de luminances différentes. Donc, on fait une moyenne de tout ça pour l'éclairage ambiant. Mais effectivement, on devrait parler en luminance, alors on a tendance à parler en éclairement. Mais par contre, effectivement, la luminance, elle est prise en compte dans le calcul d'UGR. OK. Dans le même esprit que l'UGR des produits présentés, existe-t-il des sources GU 5.3, GU 10, etc., qui réduisent l'éblouissement et que l'on peut associer à vos produits qui demandent de mettre une source? Alors là, non, puisque par définition, un produit dans lequel on met une source, on peut en mettre plusieurs des sources et du coup, on ne peut pas calculer d'UGR parce que l'UGR, il va dépendre de la combinaison des deux, c'est-à-dire la lampe plus l'appareil. Donc, dans ce cas-là, il faut rentrer l'appareil dans Dialux avec le corps de l'appareil plus la source. Et là, Dialux est capable de nous donner l'UGR de l'appareil, même si nous, fabricants au catalogue, on ne peut pas donner d'UGR puisque l'UGR du produit dépend de la source.
Et la source, inversement, l'UGR de la source dépend aussi de dans quel produit elle est utilisée. Donc, on ne peut pas donner d'UGR pour une source. Est-ce qu'il existe des sources qui réduisent l'éblouissement? Alors, j'en connais pas beaucoup, mais effectivement, on a quand même des sources avec des lentilles peut-être un peu microprismatiques, des choses comme ça. Même si en général, le mieux, c'est d'avoir la LED en retrait. Donc, ça existe dans quelques sources, une LED un petit peu en retrait. On va limiter l'éblouissement, mais du coup, compliqué de définir un UGR par rapport à juste une source, puisque la source, par définition, elle est faite pour être mise dans un appareil. La surface de diffusion ne varie pas sur les pavés, donc seule la technique de diffusion joue sur l'UGR. La surface de diffusion ne varie pas sur les pavés. Si je mets 4 pavés l'un à côté de l'autre, j'ai une plus grande surface. Je peux également réduire la luminosité de ma dalle. Donc voilà, j'ai ces deux méthodes-là. Et sinon, effectivement, le plus pratique à faire pour garder de la puissance sur une dalle, c'est de mettre un diffuseur microprismatique. Peut-on contrôler l'UGR d'un appareil? Alors non, mais vous pouvez baisser un petit peu le flux grâce à de la gradation, un 10 volts ou DALI, baisser un petit peu le flux de l'appareil pour réduire sa luminosité, donc son éblouissement, et donc par indirectement son UGR. Donc vous pouvez le contrôler via la gradation un petit peu. Ouais. Avec quel appareil? Avec un appareil gradable, hein, tout simplement. Concernant les spots encastrés, est-il mieux de mettre des monoblocs ou appareils plus sources indépendantes? Alors là, je vous renvoie à la formation que j'ai fait sur l'essentiel de l'éclairagisme, où j'ai fait un comparatif un petit peu entre les avantages et les inconvénients de chaque solution, donc LED intégrée ou source amovible. Mais en gros, pour faire court, hein, l'appareil en source intégrée, il va avoir une meilleure durée de vie, une optique un peu plus précise, et il va avoir tendance à respecter le flux annoncé, l'optique annoncée, etc. Et une plus grande durée de vie. Par contre, si j'ai une source amovible, donc une lampe que je vais mettre dans un appareil, la durée de vie va être réduite, l'optique ne sera pas forcément respectée et le flux non plus. On va pouvoir avoir des pertes en fonction de quel appareil on utilise. Par contre, effectivement, le jour où mon appareil casse, je change que la source. Et si jamais je me suis trompé de température de couleur ou de puissance, je peux changer ma source aussi assez facilement. Sur YouTube, vous pouvez retrouver la vidéo Essentiel éclairagisme et vous aurez ces réponses-là dedans un peu plus en détail. Non, je veux dire pour contrôler les données fabricants. Ah, pour contrôler l'UGR annoncé par un fabricant, le mieux, ça va être effectivement de rentrer l'appareil dans Dialux et de voir un peu ce que ça donne par rapport à un calcul. Donc c'est ça, hein, oui. Si vous mettez votre appareil dans une pièce sur Dialux, une petite pièce de 4 mètres par 4 mètres à 2,80 m de hauteur avec les 4 dalles LED, vous allez pouvoir calculer l'UGR en plaçant l'observateur dans un endroit, disons, classique. Le worklight est-il suffisant pour éclairer une pièce de bureau complète de 9 mètres carrés avec un seul point de travail? Là, je vous renvoie encore une fois vers une étude d'éclairage. Ça dépend de la réflexion qu'on va avoir sur les murs, ça dépend de la couleur du plafond, etc. Si vous avez des murs en briques, ça risque de pas suffire parce que l'éclairage indirect des murs ne va pas renvoyer assez de luminosité. Par contre, si vous avez des murs blancs, effectivement, avec un ou deux points, ça peut suffire. Donc, concernant l'UGR, cela ne change rien. Euh, Concernant l'UGR, non, ça ne change rien d'avoir un bloc LED intégré ou une source amovible. Ça va vraiment dépendre de la combinaison des deux, c'est-à-dire optique plus source. Donc non, avoir LED intégré ou LED amovible, ça ne change pas grand-chose. Sachant que si je mets une GU10 en retrait dans un appareil, ce ne sera pas éblouissant. Et au contraire, si je la mets sur un spot qui n'est pas en retrait, je vais être très éblouissant. Donc là, il y a beaucoup de cas de configuration différents. Alors, on n'a plus de questions. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous dis au revoir et à la prochaine fois.
Je vous remercie tous de votre participation. Et si jamais vous avez des collègues que vous aimeriez, à qui vous aimeriez conseiller cette présentation, sachez qu'ils peuvent s'inscrire pour le mardi 26 mai à 14 heures. On refera exactement la même session qu'on vient de faire aujourd'hui. Donc, merci à tous de votre participation et puis je vous dis à la prochaine fois. Un lien YouTube pour l'essentiel éclairagisme. Ouais, je vous donne ça tout de suite, je vais le chercher. Hop. Hop, voilà. Et donc, je vous mets le lien YouTube dans l'onglet conversation. Hop. Ok, très bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer donc vos questions à info@slv.fr et voilà, on pourra y répondre, il n'y a pas de souci. Hop, je repartage mon écran. Voilà. Et ben, bonne journée à tous et merci de votre participation.